Bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'Académie des savoir-faire. Ce matin, on va aborder une thématique qui est couvrir, finir et fermer. Donc après avoir abordé les questions historiques, les questions structurelles de la matière, les questions d'hyperstructure avec l'architecture, on va aborder une question qui est plus de l'ordre du sensoriel, on va dire, ou en tout cas du visuel. Et donc vous avez vu que le programme ce matin est très dense, puisqu'il y a 4 conférences. On va essayer de tenir le timing, donc on va démarrer tout de suite. Couvrir, finir, fermer, ça va nous permettre de traiter différentes échelles et de jouer un petit peu sur les mots, en parlant de la finition, des traitements de surface, mais aussi de la manière dont le métal peut servir à clore un domaine, clore une maison. Voilà, et d'aussi apporter la touche finale à un ouvrage avec la qualité et la finition. Donc on va démarrer cette matinale avec Guillaume Lorieux, qui est orfèvre chez Puyforca, et dont la conférence ce matin, donc vous avez 40 minutes, 45 minutes même, je crois, pour une conférence donc intitulée « Au fil des savoir-faire de Puyforca, du brut à l'éclat ». Donc il s'agit bien de la finition et de l'éclat. Donc la parole est à vous. Juste une précision, donc nous aurions dû aussi accueillir Éric Popinot, qui était annoncé sur le programme, mais qui malheureusement il y a eu un accident, donc ne pourra pas être là aujourd'hui. Voilà. Voilà, bonjour à tous, merci d'être ici. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour vous présenter mon métier et les savoir-faire de la Maison Puyforca. Écoutez, je vais introduire la conférence par une petite présentation de mon parcours avant de rentrer en orfèvrerie, parce que si je me compare à d'autres de mes collègues qui ont un parcours très long en orfèvrerie, le mien est assez court. Je viens de rentrer, ça fait 4 ans que je suis dans l'atelier. Et je n'ai pas commencé ce métier-là à 14 ans. Voilà, comme certains de mes collègues. J'ai une formation en art appliqué. Voilà, j'ai commencé à Tours par un bac art appliqué. Et puis ensuite, je suis monté à Paris, à l'école du Perret, pour ceux qui connaissent, où j'ai fait un BTS de mode et de textile, qui m'a amené ensuite à travailler en indépendant et reprendre mes études, où j'ai poursuivi à Olivier de Serres, l'école nationale d'Olivier de Serres. Je vois des collègues d'Olivier de Serres, ça me fait plaisir. Et à la section de diplôme de métier d'art, avec Fred Barnley, Thomas Libé, Paul Balme, que je salue, et Jean-Louis Sauvat, voilà, qui m'a appris le dessin, le modelage, le modelage et le dessin, qui est un des fondamentaux pour apprendre le métier. Voilà. Et suite à cette formation-là, j'ai tout de suite été lancé en indépendant, en décor architectural. Donc là, j'ai travaillé avec des décorateurs, avec des architectes, et je leur proposais des états de surface qu'ils ne connaissaient pas et qui étaient un peu inhabituels pour eux, c'est-à-dire des tôles qui étaient patinées, des tôles froissées, des tôles martelées, qui avaient des aspects voilà, de cuir tendu. Donc je proposais ça à des agents en décoration qui proposaient aussi bien des matériaux comme le parquet de haut de gamme, des très beaux textiles, des très beaux marbres. Et donc à travers ces états de surface-là, donc, pour préciser, je ne leur présentais pas des objets, je leur présentais bien des états de surface. C'était libre d'interprétation pour eux, donc ils adoraient ça parce que par rapport à une tôle patinée, à une tôle martelée, qui avait un très bel aspect, qui pouvait se marier avec des marbres, ils imaginaient le potentiel pour créer des façades, pour créer voilà, une belle table, une belle cheminée. Voilà, donc c'était un jeu très particulier d'équilibre entre ce que je pouvais fabriquer et eux, ce qu'ils pouvaient imaginer. Ensuite, ça ne m'a pas suffi. Je me suis dit, mais tiens, il faut quand même que je continue à poursuivre ma formation. Je travaillais avec énormément de métalliers à l'époque pour pouvoir produire mes produits. Et l'envie de continuer en atelier m'a poussé à passer un CAP de soudeur industriel. Donc là, je suis passé vraiment au cœur de l'atelier,
Voilà, j'ai appris à souder ce qu'on appelle le soudeur toute position. C'est-à-dire que je soudais aussi bien des charpentes que de la tuyauterie, que de l'escalier, que de la rambarde, en tournant autour de la pièce. Donc j'ai appris ça en formation accélérée, ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de faire énormément de chantiers et encore de rebondir sur des chantiers avec des décorateurs, des architectes, où voilà, j'allais directement chez les clients faire des cuisines sur mesure en acier, des très beaux escaliers sur mesure. Voilà. Et suite à ça, j'ai vu une annonce qui m'a beaucoup plu. Puyforca cherchait un orfèvre. Je me suis dit, c'est pas possible, Puyforca ne cherche pas d'orfèvre, c'est un métier rare. Comment se fait-il qu'il y ait eu une opportunité? Donc je me suis lancé et j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer à l'atelier grâce à beaucoup d'artisans qui m'ont accueilli. Et dont Patrick Turotte, qui m'a appris son métier d'orfèvre. C'est un ancien qui est parti à la retraite. Donc il m'a tout donné, c'est-à-dire son savoir-faire. Il m'a donné l'envie et la passion d'apprendre ce métier-là, parce que je le connaissais, le métier d'orfèvre, parce que j'étais un passionné d'histoire, mais je ne connaissais pas le monde de l'orfèvrerie. Donc ça peut paraître un peu paradoxal de postuler à un métier où on connaît très peu son savoir-faire. À une époque où on demande d'être tout de suite performant sur un métier et sur un savoir-faire. Là, ce qui a prévalu, c'était l'envie d'apprendre, ce qui est très important. L'envie d'apprendre un métier et l'envie de le recevoir, ce métier-là. Donc avec Patrick, c'était un duo, parce que finalement, il fallait que ça colle. Il fallait qu'il me donne envie d'apprendre son métier et il fallait que je sois capable de le recevoir. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un établi d'orfèvre, c'est un petit peu comme un établi de bijoutier. C'est-à-dire que vous êtes au niveau de votre table, vous êtes très bas, et vous êtes face à un axe, c'est l'axe de votre cheville, une cheville en bois, et vous axez votre objet lorsque vous le fabriquez face à cet axe-là. Et donc Patrick m'a appris déjà à ne pas bouger. Il ne fallait pas bouger. Moi, j'avais l'habitude de tourner autour des pièces, de souder, de taper. Voilà, j'étais un peu agité. Donc la technique de l'orfèvre, c'est de rester à son établi, c'est de se positionner par rapport à sa pièce et de limer autour de sa pièce, de la découper face à cette cheville-là. Donc il a bien fallu que j'apprenne à me positionner sans me faire mal, sans me blesser. Donc ça a été... Pendant 2 ans, jusqu'à sa retraite, énormément de bonheur parce que c'était passionnant chaque jour d'apprendre des nouvelles techniques pour fabriquer des objets. Voilà, en guise d'introduction. Alors, aujourd'hui, donc, bien entendu, je vais vous présenter, les savoir-faire de Puyforca, mais je vais vous parler notamment de l'expérience du matériau brut et de sa transformation vers l'éclat à travers les savoir-faire de l'entreprise, qui sont multiples. Je commencerai par le matériau brut, utilisé à l'atelier. Ensuite, à travers l'élévation de la matière, je vais vous parler des différents artisans qui élaborent et qui construisent ces objets-là ensemble. C'est bien important de le préciser. Je poursuivrai par le chemin vers l'éclat, où je parlerai plus précisément des techniques de polissage de l'atelier, polissage et d'avivage. Et en conclusion, je vous parlerai d'une pièce qui se termine, comment on la termine à l'atelier, comment on l'accueille à l'atelier. Voilà, Puyforca aujourd'hui. Puyforca, c'est une grande entreprise par son histoire aussi. Donc, c'est une coutellerie familiale qui a été fondée à Paris en 1820 par Émile Puyforca et ses 2 cousins. Et on doit la notoriété de la coutellerie par Jean Puyforca, qui est le membre de la 4e génération. Et c'est lui qui va écrire les plus belles pages de l'histoire de l'entreprise, près d'1 siècle plus tard. Et il inscrira notamment à l'avant-garde de l'orfèvrerie moderne. Et avec l'impulsion de son père, la maison a évolué dès la fin du XIXe siècle vers la haute orfèvrerie, en rééditant des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, qu'il collectionnait, il adorait ça. Et vous pouvez encore voir à l'heure actuelle, parce que cette collection existe encore, et vous pouvez la voir au musée du Louvre à Paris. Donc elle est en très bon état, elle est très bien exposée, et ces chefs-d'œuvre-là sont toutes des pièces uniques, donc je vous invite à aller vous balader au musée du Louvre.
Donc l'entreprise fait partie de la filiale, est une des filiales du groupe Hermès depuis 1993. Et puis Fourcade s'emploie à la fois à rééditer les plus belles pièces de son patrimoine, ainsi qu'à imaginer les classiques de demain avec le concours de designers contemporains. Donc, au-delà de son savoir inégalé dans l'art de la table, Puyfforcade entend poursuivre le déploiement de son expertise presque bicentenaire. En 2020, on va fêter les 200 ans d'entreprise, ce qui est plutôt rare pour une entreprise de savoir-faire manuel, en France en tout cas. Et donc on s'emploie au quotidien à essayer de faire vivre, à transmettre à nos collègues nos différentes techniques, nos différents savoir-faire. Le style Puyfforcade. Donc là, vous avez 3 beaux exemples. Et ces 3 exemples-là permettent de comprendre en quoi s'articule le style Puyfforcade. Il s'exprime par la précision de ses dessins, la noblesse de sa facture et à travers les mains des orfèvres et donc de ces 3 grands styles. Donc nous avons le style classique au centre, l'art déco et l'art contemporain. Donc si l'argent, le métal noble et précieux, vaut pour son poids propre, les savoir-faire exigeants de la grande orfèvrerie le renchérissent et le sublime. Il est sculpté, il est modelé, il est gravé, il est poli. Donc, riche d'un patrimoine de quelques 10 000 pièces de forme, plus de 100 modèles de couverts et 5 000 mandrins. Et ça fait notre sous-sol regorge de mandrins sur des étagères. Je ne dirais pas à perdre de vue, mais il y a une logique de rangement. On s'y perd, mais il y a une logique de rangement. Et tous ces mandrins-là nous aident à façonner le métal. Donc on va rentrer maintenant plus précisément dans le style classique. Là, vous avez une très belle pièce, c'est une aiguière. Donc je vais vous rappeler un petit peu le style classique. Voilà, on est dans un amphithéâtre, ça fait plaisir de retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Donc le style classique, c'est un savoir-faire qui est hérité de l'Antiquité. C'est surtout au XVIIe siècle, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, que le métier d'orfèvre gagne ses lettres de noblesse. De nombreux maîtres artisans travaillent alors à créer des pièces qui font la splendeur des cours françaises et européennes. Et donc cette tradition, on la perpétue encore à l'atelier par des rééditions. Et pour vous dire que ce style-là, il a été très loin, je vais vous citer un exemple. Donc, vous pouvez voir énormément de pièces au musée du Louvre, mais je vous invite à aller au musée de l'Ermitage, où il y a énormément de pièces d'orfèvrerie, de très très belles factures. Et j'ai été surpris au mois de décembre, lorsque je m'y suis rendu, de voir des pièces qu'on refaisait aussi chez Puyfforcade. Des pièces de François Thomas-Germain qui étaient là, en tout leur éclat, quasiment intactes, pas abîmées du tout. Dans cet écrin qui est le musée de l'Ermitage et qui fait passer le musée du Louvre pour une auberge, parce que le musée de l'Ermitage, ça porte bien son nom, c'est un palais qui est magnifique. Donc je vous invite à aller le voir aussi bien en hiver qu'en été, parce que c'est un lieu qui est incroyable. Donc Louis-Victor Puyfforcade c'est un collectionneur éclairé. Il a réuni une collection significative de pièces d'orfèvrerie du XVIIe et XVIIIe et XIXe siècle, distinguant ses acquisitions par la richesse de leur forme et la perfection des techniques employées. Sous son impulsion, l'atelier familial s'initia à la réplique de ses chefs-d'œuvre et acquiert un savoir-faire virtuose qui ne se démentira plus. À la disparition de Louis-Victor Puyfforcade, sa collection d'orfèvrerie ancienne est considérée comme l'une des plus belles du monde, et elle entre au département des objets du musée du Louvre grâce à la générosité de l'armateur grec Nartos. Donc c'est ce que je vous disais, cette collection-là existe est toujours visible. Le style art déco, avec ce très bel exemple de broc à orangeade que vous pouvez encore voir à l'atelier, qui est encore une très 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 belle pièce d'art déco. Le style art déco, c'est l'art des paradoxes. Il est issu des mouvements artistiques de la Belle Époque et il se caractérise par la géométrie et la pureté des formes. Donc avant l'art déco, on a quoi? On a l'art nouveau, qui est un art foisonnant. C'est la ligne en coup de fouet, c'est le décor qui est quand même assez chargé. L'art déco, il laisse tomber tout ça, littéralement le décor, on s'en débarrasse et on n'a que des surfaces magnifiques, sans décor. Et la difficulté pour l'orfèvre par rapport au style classique,
de réaliser les pièces art déco, c'est que le moindre défaut d'aspect, il va être visible parce qu'il ne sera pas caché par une moulure décorative, il ne sera pas sera pas caché par un travail de ciselure, il ne sera pas caché par une mise en forme spectaculaire. L'art déco, c'est le dépouillement absolu. Donc le travail de l'orfèvre, c'est de rendre ces états d'aspect aussi parfaits que possible, aussi réfléchissants que possible. C'est un peu comme une aile d'avion, si vous voulez. C'est des surfaces planes qui sont tendues, qui ne doivent absolument pas friser. Et c'est là où son expertise et son savoir-faire est très précieux. C'est de rendre ces états de surface le plus polymiroir possible. Voilà, donc l'art déco 1920-1930. Donc je vous parlais de lignes épurées, de simplicité des formes. C'est aussi le mariage de l'argent massif avec d'autres matériaux. On va avoir par exemple des bois exotiques, on va avoir de l'ébène, on va avoir des pierres, on va avoir du galucha. Donc l'art décoratif est très important chez Pufforca parce qu'il est fondateur de la haute orfèvrerie contemporaine. Il va inspirer nombre et nombre de designers. Voilà. Là, vous avez un très beau service, le service Fluidité, qui a été designé par Aldo Baker. Et le savoir-faire de Pufforca, il s'emploie à la fois donc, à rééditer ces pièces de collection, mais il s'en inspire pour fabriquer les pièces de demain, à imaginer les classiques de demain. Donc on a donc ici Aldo Baker. Vous avez eu aussi une très belle collaboration pour la réalisation du couvert Zermatt en 2010 avec Patrick Join, un designer français que vous connaissez sans doute. Et cette pièce-là, le Zermatt, entre autres, est exposée au musée du Centre Pompidou à Paris et au Museum of Art and Design à New York. En 1999, la timbale à champagne, qui est un très bel outil de dégustation aussi en argent massif. 2011, une très belle collaboration avec Pierre Gagnère sur la ligne des couteaux de cuisine. Et 2005, c'est pas très chronologique, 2005, pardon, nous avons les vases-virgules qui sont aussi une très belle collaboration avec des designers belges. Donc, les lignes dépouillées, la recherche de confort, l'alliance des matériaux comme l'acier et les bois précieux, autant de caractéristiques qui participent à l'élaboration de ces objets modernes et fonctionnels. Donc là, vous voyez bien par ces différents styles que ça navigue à travers les époques. Ça nourrit aussi bien les artisans dans leur réalisation, ça les inspire. Ils vont puiser des techniques, ils vont rechercher comment telle pièce a été faite pour retrouver 200 ans plus tard la même inspiration lorsqu'ils travaillent avec des designers. Voilà, c'est ça On pourrait résumer que la dynamique de création d'un atelier, c'est d'aller puiser dans ses fondamentaux et d'aller en tirer la substance pour des pièces d'exception avec des designers contemporains. Nous allons attaquer par le brut. Le matériau de fabrication. Nous avons deux matériaux de fabrication privilégiés à l'atelier. Donc nous avons l'argent massif 950 millième. Donc pour préciser, on n'est pas en centième, on n'est pas en pourcentage de 100%. Lorsqu'on travaille les matériaux précieux, là on est du 1000 sur 1000. Et donc l'argent massif, c'est 950 millièmes d'argent sur 1000. C'est pour vous dire la pureté du matériau qu'on travaille. Donc on va travailler l'argent massif. Là vous avez une photographie d'Éric Popinot à partir d'une feuille. Alors cette feuille-là, elle a déjà un éclat particulier, c'est un matériau brut. C'est pas un lingot, c'est une feuille qui a été laminée plusieurs fois. Et cette feuille-là, elle est déjà, elle n'est pas polymiroir, elle est terne, mais elle est déjà réfléchissante. Donc on va travailler des épaisseurs à partir de 5 dixièmes de millimètre jusqu'à 7 mm d'épaisseur. Ensuite, on va passer sous des formes plus épaisses, sur des méplats, sur des carrés. Et à partir de ces matériaux-là, on va les découper, on va les plier. Je reviendrai là-dessus lorsque je vous présenterai le travail de l'orfèvre. Deuxième matériau, le laiton. C'est le CUZN 37. C'est un matériau qui est sans plomb. Il
pour ceux qui connaissent le CUZN37. Alors pourquoi ces deux matériaux sont importants pour nous? Parce qu'ils nous permettent de fabriquer différents objets avec des valeurs différentes. Mais ces deux matières premières-là, on y apporte le même soin. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre et l'autre moins importante. Elles ont le même soin, on leur apporte le même soin parce qu'un brut qui est abîmé lorsqu'il arrive, lorsqu'il est livré, il va avoir des défauts d'aspect parce qu'on n'y a pas prêté attention. Il a été mal réceptionné, mal colisé, mal stocké, mal rangé. Et ça porte atteinte à l'intégrité du brut. Et si la tôle est grêlée, c'est déjà arrivé de recevoir des tôles qui étaient grêlées. Un mauvais laminage de notre fabricant et la tôle est littéralement grêlée. Il y a des états de surface qu'on ne voit à peine à l'œil nu, mais par la lumière, lorsqu'on se décale un petit peu, on se rend compte que la matière sur toute sa surface, elle est entièrement grêlée. Donc ça, ces défauts d'aspect-là, par exemple, on va les avoir jusqu'à la fin. Et on ne pourra rien faire. On aura beau limer, on va diminuer l'épaisseur. Alors lorsqu'on travaille sur du 5/10, il ne va pas rester grand-chose, mais lorsqu'on travaille sur des précisions qui ont une importance pour la qualité et pour l'intégrité de l'objet, on ne va pas pouvoir limer indéfiniment, repolir indéfiniment pour enlever une grosse rayure, pour enlever des défauts d'aspect. Voilà pourquoi les matériaux bruts chez nous sont très importants. Maintenant, l'élévation de la matière. Alors, l'élévation de la matière, on commence un travail, chez Puyforca, en tout cas dans l'atelier, par ce qu'on appelle un cercle d'experts. Alors, le cercle d'experts, c'est une réunion d'artisans, de tous les artisans, de tous les corps de métier, afin de déterminer comment on va commencer la pièce. Quels seront les processus de fabrication de la pièce. Alors, on va réunir l'orfèvre, on va réunir le planeur, on va réunir le polisseur, l'aviveur, on va réunir la ciseleuse, en l'occurrence, on va réunir le graveur, afin de déterminer les étapes de fabrication. Parce que sans ça, qui commence, qui poursuit et qui va finir la pièce. Et la fabrication d'une pièce, ce n'est pas linéaire. Je ne vais pas commencer ma partie, la passer à mon collègue polisseur, et il va ensuite la passer à l'aviveur, et ensuite on emballe la pièce, c'est terminé. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut savoir, par exemple, que lorsque je fabrique une boîte, ce sera la photo juste après, je vous montrerai, lorsque je fabrique par exemple une théière, je ne vais pas assembler tous les éléments, le couvercle, le bec, l'anse, la graine sur le couvercle, la charnière, je vais tout fabriquer. Hop, pour moi, le travail est terminé, je le passe à mon collègue et il se débrouille avec. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais, avec mon collègue polisseur, entamer une démarche de dire, bon, écoute, là, moi, je vais passer ma main à cet endroit-là, mais moi, si j'ai tout fini, tout est fermé, comment vas-tu continuer le travail? Lui, il doit travailler à l'intérieur de la pièce, il doit travailler le couvercle des deux côtés. Donc, si le couvercle est fermé par la charnière, il va falloir le redéfaire, donc ça n'a aucun intérêt. Les détails aussi de la graine, il va aussi faire un pré-polissage dessus. Donc, tout ça, on anticipe le passage de la main de chaque artisan. C'est plus qu'une image, là, c'est du concret. S'il ne peut pas passer sa main pour polir un endroit, si la ciseleuse et le graveur ne peuvent pas passer leurs mains pour graver ou pour ciseler, on va avoir un problème, donc il faut anticiper. Par exemple, sur le bec d'une théière, avant de braser le bec de la théière sur le corps de la théière, si la ciseleuse a un travail à faire dessus, je ne vais pas souder et braser mon bec. Donc il va y avoir une reprise, ce qu'on appelle une reprise de fonte, parce qu'en l'occurrence le bec est une fonte. Après l'avoir ajusté sur mesure, je sais que ça va arriver à cet endroit-là, les deux parties matchent parfaitement, je vais le donner à la ciseleuse qui va retravailler les décors dessus. Et ensuite, elle va me redonner la pièce, et je vais pouvoir à ce moment-là la braser sur le corps. Donc idem pour une anse, idem pour une charnière, idem pour un couvercle, idem pour un pied. Tout ce travail-là se fait en éclaté, en quelque sorte. Donc là, c'est un très bel exemple, c'est une boîte. Rien de plus simple comme exemple qu'une boîte.
Là, vous avez de la dernière collection Bureau d'architecte, une boîte à secrets qui a été designée par Joseph Diran, qui est un très beau produit. Et là, nous sommes sur du laiton. Ça ne changera absolument rien à la problématique de fabrication. Sur la photo, vous avez un fond et un corps, et ils ne sont pas soudés. Alors pourquoi ils ne sont pas encore soudés ? Là, ils seront plus tard soudés à l'étain, mais pourquoi ils ne sont pas encore soudés ? J'ai réalisé le bandeau. Le bandeau en laiton, je l'ai assemblé, je l'ai brasé, et le fond, je l'ai découpé juste avant. Ces deux parties-là doivent être polies séparément. Pourquoi ? Parce que le polisseur ne pourra pas atteindre parfaitement le fond et les angles intérieurs du fond si ces deux parties-là sont déjà brasées, sont déjà soudées. Donc je lui donne en pièces détachées. Une fois qu'il a pré-poli la pièce, donc il va enlever les défauts de surface qui sont quand même un petit peu importants. Il y aura peut-être des coups de lime, il y aura peut-être des défauts d'aspect qu'on n'a pas vus avant de commencer la pièce, des coups de marteau par exemple lorsque je l'ai mis en forme. Donc il va enlever tout ça par un pré-polissage. Une fois qu'il l'a fait, il me redonne les pièces. Souvent je les nettoie et je vais pouvoir les souder. Si je n'avais pas fait cette étape-là, il n'aurait pas pu atteindre le fond. Donc ça, c'est un très bel exemple. Et sur la photo juste à côté, que vous avez la pièce finale. Et là aussi, l'intérêt du cercle d'experts, c'est de se dire, c'est très bien, j'ai un couvercle, j'ai un talon qui me permet de tenir le couvercle. Et vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Nous avons une argenture et une dorure. Mais ça aussi, c'est pas qu'un détail, c'est-à-dire que lorsqu'on va penser la fabrication de la pièce, je dois aussi anticiper la personne qui va s'occuper de la galvanisation, de l'argenture et de la dorure. Si ces deux pièces-là, elles sont soudées, le doreur et l'argenteur, il va avoir un problème sérieux pour bien finir la pièce, pour bien délimiter. Donc toutes les pièces se démontent. Toutes les pièces qui vont être dorées, elles sont démontables. Il va les dorer séparément. Toutes les pièces qui doivent être argentées seront argentées séparément. Et ensuite, on reçoit ces pièces-là, on refait un léger ravivage et je revise toutes les pièces. Donc, vous voyez bien que l'étape d'anticipation, elle va très très loin. Elle va du croquis, de l'architecte qui a imaginé les pièces, elle va parfois même juste du dessin 3D, donc on a juste une enveloppe, et à nous de refaire tout le cheminement de fabrication. Donc ça va aussi, pour ma part, je dessine énormément. Je vous avais dit que j'avais une formation en art appliqué, c'est pas pour rien. Que ça m'aide énormément au quotidien, c'est pour anticiper aussi les fabrications et les retenir aussi. Parce que lorsqu'on fabrique une pièce d'exception, on ne fabrique pas des pièces d'exception tous les 3 jours. Donc ça va revenir peut-être 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, selon les commandes, bien évidemment. Et donc tous les détails de fabrication, tous les détails d'anticipation seront à noter. C'est très important. Si j'oublie un détail, ça peut mettre en péril la pièce. Je peux reconsidérer la qualité de ma pièce. Donc le dessin a une valeur aussi de recherche, mais aussi une valeur, on va dire, de mémoire. Voilà. L'élévation de la matière. Donc là, je vais rentrer plus spécifiquement dans le travail de l'orfèvre, qui est mon travail. Donc le travail de l'orfèvre, il s'établit justement sur une belle table qui est son établi, qui est très attaché à son établi, l'orfèvre, est très attaché à ses outils aussi, l'orfèvre. On n'aime pas trop quand on nous prend nos limes, on nous prend nos outils. Voilà, il y a une sorte de valeur affective dans l'outillage. Donc le travail de l'orfèvre, c'est de mettre en volume les pièces. C'est celui qui va monter les pièces, c'est celui qui va faire en sorte que la pièce prenne de la hauteur. Donc à partir de son matériau brut, feuilles, méplats, carrés, moulures, il va assembler, il va découper, il va ce qu'on appelle cliqueter les pièces pour avoir, par exemple, un angle parfaitement aigu. Lorsqu'on plie une pièce à 90 degrés, il faut que cette pièce-là, si elle n'est pas entaillée dans sa masse, elle va avoir un arrondi. Donc je suis obligé d'enlever de la matière pour plier ma pièce
et pour ne pas avoir d'angle extérieur arrondi. Je vais avoir un angle vif. Donc c'est ce qu'on appelle le cliqueté. Et donc pour ça, pour assembler ces pièces-là, on a une batterie incroyable d'outillage qu'on peut encore modifier quasiment à l'infini. C'est-à-dire qu'on a des limes, on a des rifloirs, on a des scies. Et comme on aime beaucoup travailler de nos mains, ça ne nous suffit pas, donc on continue à fabriquer de l'outillage. On va modifier nos limes, on va modifier notre outillage, on va modifier par exemple nos tares en fonte, on va modifier nos cales, et ça quasiment pour chaque pièce. Et voilà, c'est l'un des principaux plaisirs de l'orfèvre, c'est de modifier constamment son outillage. Le martelage. Donc là, sur cette photo-là, vous avez la fabrication d'une théière. Donc vous avez mon collègue Jérôme sur cette photo qui est en train de marteler une feuille de métal sur un mandrin en acier. Cette théière-là, vous l'avez vu juste avant, c'est la théière pour le service Aldo Becker. Sur les prochaines photos, vous verrez les différentes étapes de fabrication de cette théière-là. C'est assez impressionnant d'imaginer qu'on est parti d'une feuille qui était entièrement plane et qu'au fur et à mesure, le collègue et l'ami, parce que je sais qu'il va voir la vidéo, donc c'était aussi un ami, il va restreindre cette forme-là par la seule force du maillet sur son tas en fonte. Alors il ne va pas le faire en une fois, c'est impossible, c'est pas un embouti industriel, hein. Là on y va par étapes. Il y a peut-être une vingtaine d'étapes, selon la difficulté de la pièce, pour contraindre littéralement la feuille de métal à se rapprocher de son mandrin en acier. Et entre ces étapes-là, il va recuire la métal, il va la passer au chalumeau. Ça sert à quoi? Alors là, je vais peut-être tomber sur d'autres spécialistes, mais la matière, elle se tend énormément, elle s'écroule énormément. Les molécules d'argent massif, elles viennent de plus en plus serrées. Ça leur convient absolument pas, cet état-là. Et donc, pour redonner de la souplesse à l'argent massif, il faut écarter les molécules. Il faut qu'elles reprennent un petit peu de distance entre elles. Et le travail de la flamme, c'est de remonter en température. Et lorsqu'on le fait au chalumeau, c'est pas très scientifique, mais on se repère à la couleur. L'argent massif change de couleur. Lorsque vous chauffez un matériau, en l'occurrence un métal, et l'argent massif, il change de couleur. Et là, il va devenir rouge. Et à la température rouge cerise, on sait que là, c'est bon, le métal s'est détendu. Donc on va attendre un petit peu, on va le plonger dans l'eau, et on va pouvoir recommencer le travail. Donc avant d'arriver à une théière, on va faire peut-être 15-20 recuits avant d'arriver à l'état voulu. Suite à ça, là, ça va être tout ce qui est le travail de l'ajustement. Donc une fois que le corps est réalisé, donc toujours cette fameuse théière Aldo Becker, là, ça va être un long processus de lime, de découpe, dixième par dixième, pour assembler une pièce sur un corps. Alors pourquoi c'est long? C'est un processus d'ajustement qui est toujours long. L'ajustement, pourquoi il est long? Parce que le moindre jour entre une pièce qui va être apportée, on va être obligé de le combler par de la brasure à l'argent massif. Si on comble trop, on va avoir un état de surface qui ne sera pas le même. Et cet état de surface-là, ça va être un nid, ce que nous on appelle un nid de piqûres. Le nid de piqûres, ça va être des porosités. Et ces porosités-là, on va difficilement pouvoir les enlever et le polisseur va faire révéler toutes ces piqûres-là. Donc le but du jeu pour l'orfèvre, c'est d'assembler ces deux pièces-là et qu'on ne voit quasiment pas de jour. Et lorsqu'il va braser sa pièce au chalumeau, par capillarité, il va ajouter un petit point d'argent massif et par capillarité, ça va filer. Il va se repérer par lumière si par capillarité, ça a fait le tour, la brasure de sa pièce. Donc il y a un jeu de reflets qui est très délicat à repérer. Et c'est par cette capillarité-là, lorsqu'on sait que c'est parfait, que ça a fait le tour, on peut s'arrêter. Donc c'est assez délicat. La brasure, c'est une des étapes qui est les plus délicates parce qu'en mettre trop, il va falloir limer pendant des heures pour en enlever. Si ça tombe à l'intérieur de la théière, ça va être un vrai massacre à rattraper. Donc
il faut absolument pas. Si ça coule à l'extérieur, tant mieux. Mais donc, l'ajustement peut être très long. Et je vous rassure, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Alors là, c'est une partie, je vais me faire un plaisir de vous raconter, parce que les fils d'attache, chez Puyforca, c'est un peu une légende. Lorsque je suis arrivé, on m'a dit, tu vas voir, tu vas faire une théière. Donc là, en l'occurrence, vous avez une belle théière. Et on m'a fait chercher un cahier d'attache. Alors moi, j'étais enthousiaste. Ah, il y a un cahier d'attache. Alors qu'est-ce que c'est que les attaches? Pour assembler un bec sur une théière, il y a deux possibilités. Les fils d'acier et le laser. On préconise pas plus l'un que l'autre. Ça dépend vraiment de la forme et des pièces à assembler. Les fils d'attache, c'est très amusant parce que donc c'est du fil d'acier de 2 mm de diamètre. C'est des techniques d'enroulement particuliers pour que la pièce tienne lorsqu'on la brase. Donc lorsqu'on monte en température, le fil aussi monte en température. Donc il va aussi se tordre, donc il va aussi se déplacer. Donc c'est très délicat. Et donc, lorsqu'on m'a dit, voilà, tu vas faire cette théière-là et tu vas utiliser le système pour maintenir à la brasure par les fils d'attache. Et il y a un cahier de fils d'attache, demande à ton collègue, il y a un cahier de fils d'attache. Alors moi, je m'imaginais déjà une bible de fils avec des exemples de fils d'attache, un pavé. Donc on me fait courir dans l'atelier, ça dure une demi-matinée, je finis par m'épuiser, je ne trouve pas. Et là, tout le monde se marre, il n'y a pas de livre d'attache. Voilà, une forme de bizutage très amusant. Donc je me dis, mais tiens, mais c'est curieux. Donc je demande à mon collègue, bah, comment fais-tu pour le fil d'attache? Et alors là, il ne se souvenait pas. Oh, bah, je sais pas. Bah, c'était malin, il n'y avait pas de cahier, mais il n'y avait personne qui avait noté non plus. Donc sur le coup, on a mis encore une demi-matinée à retrouver cette fameuse technique de fil d'attache. Alors, c'est des entrelacs, c'est des boucles qui prennent le bec. Et vous voyez que sur chaque extrémité, en bas du bec, il y a d'autres boucles. C'est des boucles de serrage. Elles sont en sens inverse et elles permettent, lorsqu'on serre, de décaler légèrement le bec vers la droite et décaler légèrement le bec vers la gauche. Voilà. Elles servent à ça, ces boucles-là. Donc c'est très fin comme réglage. Donc le croquis, encore une fois, permet de garder en mémoire. Et la photo, qui plus est, permet de garder en mémoire comment on attache une pièce. Donc, je vous ai parlé de brasure. Là, vous avez deux très belles photos de brasure et de montée en température. Donc, une fois que l'ajustement est fait, là, on monte en température. Et vous voyez bien une différence de couleur. Et cette différence de couleur, comme je vous disais, elle permet de déterminer à quel moment je peux entamer la brasure. Une couleur rouge pâle, c'est pas assez. Au rouge trop foncé, c'est pas assez non plus. Donc il faut aussi apprendre à reconnaître cette couleur-là. C'est pas écrit dans des catalogues, c'est pas écrit dans des manuscrits, ça se transmet comme ça à l'œil. Donc c'est votre maître ou votre collègue qui va vous apprendre à repérer cette fameuse couleur que nous on appelle rouge cerise. Donc on va monter en fonction des assemblages. C'est pas toujours cette couleur-là, mais par exemple pour un assemblage qui doit tenir, parce que pour tenir une anse, lorsque la théière elle est pleine, il faut pas que la brasure elle craque. Sinon vous ébouillantez. Donc on va monter plus fort en température, parce que le métal d'apport pour braser, qui est à base d'argent, doit monter plus haut en température. Donc on va monter, c'est appelé de 600 à 850 degrés en fonction du métal d'apport. Voilà. On continue le tour de l'atelier. L'élévation de la matière avec le tourneur-repousseur. Donc le tournage-repoussage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mise en rotation d'un flanc de métal sur un tour. Et ce flanc de métal, il est collé contre un mandrin qui a la forme de la pièce que l'on souhaite repousser. Donc c'est en négatif. Donc on peut aussi bien faire des formes concaves que des formes convexes.
Donc le tourneur repousseur chez nous, il va faire quoi? Il va faire ce qu'on appelle des timbales, des brocs, des cafetières, des théières. Il va faire les corps de tout ça. Et une fois qu'il l'a fait, on va pouvoir commencer le travail. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec lui pour savoir à quel moment lui il va avoir une difficulté, par exemple, de travail d'épaisseur. Si moi je dois rectifier par exemple le couvercle d'une théière, à lui aussi et à moi aussi de travailler avec lui pour savoir à quel moment je peux travailler et lui peut travailler. Donc là, vous avez un schéma qui explique très bien le fonctionnement du repoussage. Et le repoussage est manuel. Oui, je ne vous ai pas précisé, le repoussage est manuel. C'est-à-dire que le repousseur, physiquement, avec une cuillère en acier, avec un très grand manche en bois, il va repousser avec sa force physique la plaque, le flanc sur la contreforme. Donc, même procédé que pour le martelage à la main, il ne va pas le faire en une fois, sinon le métal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plier, il va se froisser, ou, autre cas, il va se fissurer, il va se déchirer. Donc, il ne va pas y aller en une fois, il va y aller peut-être en 2, 3, 4 fois, selon la difficulté de la pièce. Et ces étapes-là, elles vont être entrecoupées par un recuit de détente aussi, pour redonner de la souplesse au métal. Donc là c'est une très belle photo qui est très intéressante à expliquer, parce que le repousseur, il a une collection de mandrins qui est phénoménale. Il a aussi bien des mandrins en acier que des mandrins en bois, que des mandrins en plastique. Et cette collection-là, elle évolue dans le temps parce qu'on en rajoute, on en remodifie. Il va réutiliser ces mandrins en bois pour redécouper d'autres formes. Donc il y a des pièces, il y a des pièces en bois qui évoluent constamment. Il a besoin de remodifier quelque chose, il va retailler dans une pièce qui est déjà existante. Le planage. Donc le planage chez Puyforca, c'est un savoir-faire qui est maintenu. C'est un savoir-faire, l'un des savoir-faire qui est très rare. Et donc Éric Popinot, qui est là aujourd'hui, qu'on salue, c'est le maître planeur de l'atelier. Et son travail, c'est de descendre les plats. Donc la mise en forme des plateaux, une fois que le plateau est fait, vous n'avez pas cette descente de plat. L'orfèvre a travaillé la moulure, il a mis en forme la moulure, mais il n'y a pas la descente de plat, le creux qui permet d'avoir le plat. Donc le travail d'Éric, c'est de descendre ce plat-là. Donc il a une variété de marteaux qui permettent d'ajuster la descente de plat en fonction de la courbe à avoir. C'est comme ça qu'il procède. Et autre intérêt de descendre un plateau avec cette technique-là, ça permet de tendre le fond du plateau. Si vous ne tendez pas le fond du plateau, ça ne va pas se faire tout seul. Donc le fait de rétreindre et de contraindre la matière sur les bords, ça tend. Donc là, vous avez une très belle photo aussi, avec toute cette collection de marteaux qu'il faut entretenir très régulièrement. Voilà, bien sûr. Le chemin vers l'éclat. L'éclat, donc ça va être par 5 phases de polissage. Vous avez donc une très belle photo de Fred qui est très explicite. Le polissage, c'est une des parties les plus difficiles de la fabrication d'une pièce. Donc les polisseurs, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser des brosses, ils vont utiliser des tampons, ils vont utiliser des flanelles. Et chaque matière se faisant de plus en plus fine et douce à mesure des passages. Et donc là, la première étape, l'étape qu'on appelle l'émeurisage, donc avec des grains de 180 à 240 par centimètre carré. Il utilise une matière minérale qu'on appelle le corindon. Deuxième étape, la brosse, avec des pailles de riz ou de palmier selon. Donc la matière végétale, elle est plus résistante. Elle a pour but d'affiner le trait lors de l'émeurisage au corindon. C'est un travail qui s'effectue, on va dire, pas à nu, c'est-à-dire que le polisseur va utiliser une pâte abrasive. Alors, je pourrais vous préciser, si vous le souhaitez, en off, on va dire, le type de pâte qu'on utilise. La ponce, donc on passe sur du minéral, elle va s'utiliser de 2 manières différentes, la ponce. Soit à la main, donc la pierre elle est coupée,
pour obtenir une surface plane. Et par ponçage avec de l'eau, on va rectifier des défauts d'aspect qui sont mineurs, c'est-à-dire une petite différence d'épaisseur, un coup, un effet de vague sur un fond de plateau, par exemple. Et la deuxième manière d'utiliser la ponce, c'est sur un mandrin. Alors là, on va réduire en poudre et mélanger avec de l'huile de paraffine. On va obtenir une pâte qui est sableuse et qu'on va appliquer directement sur un mandrin. Et là, la différence, c'est qu'on va pouvoir attaquer plus facilement ce qu'on appelle les gorges et les parties qui ne sont pas accessibles à la main. Donc les filets de gorge dans les moulures, par exemple. Le tampon. Alors c'est une toile de coton, de feutre, ce qu'on appelle aussi, mes collègues appellent ça le coton américain, additionné à un apport de pâte à polir, qui est chez nous de couleur framboise. Voilà, qui est sans graisse animale, pour ceux qui se poseraient la question. Et la cinquième étape, coton amidonné, qui a aussi une autre appellation, pour mes collègues, c'est la toile de parachute, qui est découpée en flancs de 30 cm de diamètre, qui est assemblée, là, comme vous pouvez voir sur la photo, en épaisseur de 4 à 5 cm, et qui est fixée sur un mandrin. Donc la rotation du tour aussi est très importante, c'est-à-dire qu'il va travailler dans les alentours de 3000 tours minutes. Et cette flanelle-là, additionnée à une autre pâte, qui est moins abrasive, bien entendu, elle apporte la touche lustrante qui donne l'éclat au métal. Donc, oui, petite précision, entre chacune de ces étapes, la pièce polie passe par un bain de dégraisse. C'est un bain de lessive avec de l'ultrason, et l'intérêt, c'est de décoller la pâte à polir, parce que si vous ne décollez pas les pâtes à polir résiduelles, par exemple dans les décors, dans les matis, ça va s'incruster, on ne pourra pas l'enlever. C'est très important de l'enlever. Donc, comme je vous disais, les vitesses de rotation sont très importantes. Une vitesse lente, pour une flanelle par exemple, donc on a moins d'accroche sur le métal, ce qui confère plus de sécurité. On va pouvoir travailler sur des pièces plus délicates. Là, vous voyez le couvercle d'une soupière, avoir par exemple une petite écrevisse. Si on va trop vite, on va emporter, on va tout casser. Par contre, une vitesse rapide, ce qui est pour mes collègues une vitesse assez standard, on va avoir plus de facilité pour travailler sur des plateaux et des surfaces plus larges. Donc, il y a plus d'aisance. Donc, cette photo-là est très explicite sur la façon de travailler de mes collègues. Ils font corps avec leurs pièces. C'est une gestuelle qui est assez subtile. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte au fur et à mesure, mais s'ils ne font pas corps avec la pièce, ils vont embarquer la pièce dans le tour. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont obligés de naviguer de droite à gauche, de coller la pièce à eux pour atteindre un fond, pour atteindre une partie qui est plus délicate. Donc en guise de conclusion, donc là vous avez une très belle image de Nathalie, la ciseleuse, notre ciseleuse de l'atelier, qui termine un travail sur le plateau, François Thomas Germain. Donc vous voyez un éclat polymiroir de la pièce. Et cet éclat-là, il peut être sublimé par un décor en matisse qu'elle est en train de faire, qui met en relief, et qui met, pas en relief, mais en contraste le matis avec le fond. Donc voilà, pour résumer le travail de l'atelier, c'est un travail d'équilibre entre tous ces savoir-faire qui doivent constamment aller les uns vers les autres, en pleine collaboration. Alors, je ne vous cache pas que c'est facile, parce que les pièces ne sont pas faciles à faire. Donc, notre travail, c'est de constamment aller de l'un à l'autre pour expliquer les difficultés, parce que ces pièces-là ne se ressemblent pas. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on a dépassé un petit peu le timing, donc on va prendre peut-être une ou deux questions rapidement. Je sais qu'il y a des orfèvres dans la salle, des ciseleurs, Non, il n'y a pas de questions. Si, une au fond. Aujourd'hui, l'informatique, vous parliez de schéma 3D. Vous faites des vidéos? Alors non, on ne fait pas encore de vidéo, mais le savoir-faire se fait directement avec un maître artisan. Là, nous avons reçu 2 jeunes orfèvres à l'atelier. Ils sont auprès d'un maître qui leur apprend directement le métier. Il n'y a pas
Pour moi, c'est la meilleure manière, parce que c'est aussi la manière par laquelle j'ai appris le métier. Il n'y a pas d'autre meilleure manière que d'apprendre que celle directe de transmission. Vous pourrez trouver des catalogues d'orfèvrerie, vous pourrez retrouver des très vieux catalogues d'orfèvrerie, mais ça ne va pas vous apprendre le pourquoi du comment on va fabriquer telle pièce et comment on va procéder. Parce que le coup de lime, il ne s'apprend pas dans un catalogue. Le coup de lime, il ne va pas s'apprendre par une photo. Alors oui, une vidéo, mais ça ne suffira toujours pas la vidéo. Donc la meilleure manière, c'est peut-être la nôtre, hein, c'est très bien, c'est celle de transmission directe. Question, s'il y en a une. La dernière. La brasure, est-ce que vous apparentez ça plus à une soudure ou à un collage? Ah, ça, c'est une très bonne question. Étant soudeur de formation, lorsque je suis arrivé chez Puy-Forcat, on n'utilisait pas les mêmes termes. Alors, c'est très difficile. C'est très difficile. Pour moi, étant soudeur industriel, je ne faisais pas de collage. Si on fait du collage, ça ne tient pas. Et pour moi, une soudure qui n'est pas un collage, c'est lorsqu'on va aller au cœur de la matière par un effet de pénétration. Ça, vous voulez sans doute parler. Là, la brasure qu'on utilise, c'est par capillarité, c'est bord à bord. Donc, on ne va pas au cœur de la matière. Est-ce que c'est un collage? C'en est sans doute un, mais ça fonctionne très bien. Ok, merci beaucoup.